impeccable. Bonjour, ici Feldo pour Tonnerre Impeccable, le podcast de jeux de rôle warhammerien qui parle un peu de tout et de rien. Est-ce qu'on va parler religion, système, monstres, grandes factions, objets et inventions, objets magiques peut-être, objets magiques, un thème intéressant parce que ce sont des trucs qui sont pas très courants dans Warhammer mais qui ont leur place tout de même. Sur des one-shots qui ont vocation à être plutôt fun, j'accorde volontiers des objets technologiques un peu rares et précieux, ou des armes exotiques en tout cas qui peuvent avoir de bonnes capacités et des mécaniques originales. Mais même en one-shot, c'est vrai que c'est assez rare que je mette des objets magiques, pour que dans la tête de tout le monde, ils gardent un côté vraiment rare dans l'univers de Warhammer. Et du coup, ces objets magiques, je les garderai plutôt pour des fins de campagne, ou enfin pas forcément, je les ai déjà mis en milieu, voire en début de campagne, parfois pour une campagne très particulière que j'ai menée en one-to-one avec un PJ il y a fort longtemps. L'objet magique a été trouvé quasiment dès le début et justifiait un peu la campagne. De ses pouvoirs dépendait tout le reste de l'aventure, puisque ça transformait un mendiant tout chétif en guerrier de plus en plus puissant. Mais sinon, ouais, en général, j'ai très peu distribué d'objets magiques dans Warhammer. Et beaucoup de MJ le font comme ça, et les bouquins encouragent à faire comme ça, quelles que soient les versions. En V1, il y avait un peu plus de listes de petits objets magiques, un peu à la Donjons et Dragons qu'on pouvait caler par-ci par-là. Mais même cette version incitait à pas trop en mettre non plus. Et alors au fur et à mesure qu'on avance en V2, en V4, ces objets semblent être de plus en plus rares. En V3, j'ai pas trop suivi. Donc globalement, la V3, ça se voulait un peu grand spectacle bourrin, donc il y avait sûrement plus d'objets magiques, mais c'est plus le cas. Ceci dit, après, voilà, il n'y a pas de déséquilibre énorme à proposer des objets qui ont de faibles caractéristiques magiques, voire même des lames, des armes qui ont la simple propriété d'être magiques et qui permettent du coup d'attaquer les créatures éthérées, etc. Mais on peut aussi mettre des effets plus puissants, et c'est ce que je faisais beaucoup quand j'ai commencé Warhammer. Des objets magiques cool, mais qui ont un inconvénient. Donc ça peut être maudit, ça peut être... Je rappelle qu'en V1, il y avait un alignement, et on pouvait avoir des personnages qui étaient loyaux, bons, neutres, mauvais ou chaotiques. Donc des alignements plus simples que dans D&D, mais qui avaient des conséquences de gameplay bien directes, puisque certains objets ne pouvaient être manipulés que par des gens d'un certain alignement, etc. C'était rare, hein, on parle d'objets magiques particuliers, mais ça, bon, cette notion d'alignement, dès la V2, elle a disparu. Mais en tout cas, on peut quand même imaginer qu'un objet soit maudit et que quelqu'un qui s'en saisisse soit impacté au niveau du caractère. Bon, ça a discuté, bien sûr, au niveau méta avec la personne qui joue le PJ, hein, mais ça peut être intéressant à condition de ne pas tomber dans ces histoires d'assassinat au sein de l'équipe et tout. Enfin, je suis pas du tout fan de ces délires de trahison interne. Pour un one-shot, pourquoi pas, il y a encore à condition de garder ça pour la scène finale. Mais sur une campagne, c'est insupportable. Enfin, moi, je veux pas jouer avec des gens qui trouvent du plaisir à faire du mal aux autres PJ. Enfin, c'est juste pas intéressant, ça fout juste la merde pour rien. Mais bon, un objet qui provoque quand même des crises de colère ou des pulsions chaotiques, si c'est bien joué, ça peut être intéressant. Ça peut être aussi simplement un objet qui génère de la peur contre certaines créatures. Genre dans Tolkien, on a des armes comme Sting, Dar, qui illuminent quand les orques approchent, et on peut supposer que ça donne du courage contre ces créatures-là aussi, mais pourquoi pas imaginer une arme qui donne un avantage contre certaines créatures, mais des inconvénients contre d'autres, mais sans que ce soit forcément explicité. Et ça se traduit juste au moment des jets par des malus, au moment des tests de peur, etc. Bon, enfin là, je brainstorm, hein, c'est pas forcément utilisable tel quel, c'est un peu hasardeux, mais il y a des variantes à ça qui peuvent être rigolotes, quoi. Surtout si on va dans le délire
un peu AD&D, je dois dire, des objets maudits qu'on ne peut pas retirer. Alors peut-être moins pour des armes, c'est un peu pénible d'avoir la main fermée sur une dague en permanence. Mais s'il s'agit d'un collier ou d'un bracelet, c'est tout à fait envisageable. Donc le bracelet qui fait en sorte qu'on doit faire un jet de peur, voire de terreur à chaque fois qu'on croise un halfling, ça peut générer peut-être des situations intéressantes, à condition qu'ils nous permettent bien sûr d'avoir un gros bonus à ces mêmes jets de peur et de terreur lorsqu'on affronte des géants. Ça ferait sens. On peut avoir aussi des objets magiques ou de prêtrise qui nécessitent d'être rechargés. Moi, c'est vrai que j'aimais bien pour la magie le système des ingrédients. Enfin, j'aime pas toujours imaginer que l'ingrédient se consume, ça dépend de ce dont il s'agit. Surtout pour la prêtrise à la limite. Bon, pour la magie, que l'objet se consume, c'est pas mal. Pour la prêtrise, je verrais plus ça comme des choses qui se déchargent entre guillemets et qu'on recharge avec des prières et des rituels particuliers. Mais d'ailleurs, alors c'est peut-être pas le tome de la rédemption, c'est dans les héritiers de Sigmar, je crois, je sais plus. Non, ou alors celui qui parle des vampires, là, dans la V2, il y a un supplément qui parle beaucoup des vampires, je sais plus le nom. Et ça parle de certains serviteurs de mort qui chassent les vampires, et il me semble que des pieux en bois sont évoqués, qui sont régulièrement rechargés. Alors après, je fais peut-être un mélange parce que comme j'ai créé aussi des choses en me basant là-dessus, peut-être que c'est un truc que j'ai rajouté moi, je sais plus, mais en tout cas, si la prêtrise n'est pas tout à fait magie, enfin, c'est un peu entre deux, des objets sacrés, saints, avec un pouvoir permanent ou à recharger, ça peut être cool aussi, quoi. Enfin, ça peut être moins rare que les objets magiques. Et ça pourrait même, par exemple, donner accès à des miracles qu'on ne peut pas effectuer autrement. Genre si j'ai une croix, bon c'est pas des croix, mais enfin si j'ai un symbole de mon Dieu qui a été fabriqué dans une ville importante d'un pèlerinage particulier, eh ben ok, cet objet me permet de lancer un miracle que je ne peux faire qu'avec ça et qui va être rechargeable. Alors soit c'est rechargeable à condition qu'on y prenne du temps et n'importe quand. Pourquoi pas, mais ça peut être bourrin suivant le miracle qui est associé. Soit ça peut être quelque chose de très compliqué à recharger. Soit parce que ça demande beaucoup d'énergie, de ressources internes. Soit parce que ça demande énormément de temps. Soit parce que ça demande d'utiliser des choses qui coûtent cher. Soit parce qu'on ne peut le recharger que quand les lunes sont dans certains endroits du ciel et que du coup ça peut arriver que 4-5 fois dans l'année ou ce genre de choses, quoi. Bon, genre, je parle de là pour la prêtrise, mais bien sûr tout ça peut très bien s'appliquer aux objets magiques sans problème. Les deux sont souvent interchangeables et dans la prêtrise on peut tout à fait imaginer des reliques, des objets vraiment uniques qui ont peu de chances de tomber dans les mains des PJ, mais le jour où ça arrive, il s'agit d'objets qui ont vraiment une puissance. Il était noté dans je ne sais plus quel livre ou supplément que les PJ pouvaient éventuellement au bout d'un moment avoir un objet magique, mais pas forcément un objet par personne au bout d'une campagne, quoi. Il était suggéré que ça devait être plus rare que ça, et il était noté dans le même paragraphe que les plus grands héros de l'Empire n'avaient eux-mêmes pas plus de 2 ou 3 objets magiques, et que personne ne se promenait avec toute une panoplie d'objets de ce genre, quoi. Alors je pourrais continuer sur les objets eux-mêmes et trouver plein d'exemples. C'est rigolo d'imaginer des objets magiques, ça, il n'y a pas de souci. Que ce soit des objets pour guerriers ou pour lettrés, quoi. Ça peut être des livres ou même des plumes à écrire, avec des propriétés bien particulières, sans aller jusqu'au Death Note quand même. Mais peut-être plutôt, ça c'est pas si compliqué à faire de trouver les objets. La réflexion qu'on peut mener, elle est aussi sur la façon de les gérer autour d'une table concrète, puisque ça peut générer une certaine jalousie. Si les objets sont si rares, qui va les récupérer quand on en trouve un? Ça peut être assez logique si on trouve une hache
et qu'on a un guerrier nain dans l'équipe. Mais ça le sera beaucoup moins si on trouve une ceinture qui rajoute un point d'armure, pour prendre un truc un peu basique. Là, tout le monde peut se sentir concerné, quoi. Les guerriers vont dire qu'ils sont en première ligne et que tout le monde en bénéficiera s'ils ont ça. Un magicien peut arguer du fait qu'il est tout chétif et qu'il est quand même pas à l'abri des flèches et compagnie, et que c'est lui qui en aurait le plus besoin. Tout le monde peut avoir besoin de ça dans un univers qui est plutôt violent. Donc comment gérer ça? Il n'y a pas de recette miracle, ça dépend beaucoup de l'équipe, et au final c'est même pas du ressort du MJ en vrai. Certains même font même exprès de semer la zizanie de cette façon en donnant, je sais plus qui avait dit ça sur le serveur Discord là, de la caravane bretonienne. Enfin, je crois que c'est là-bas que j'avais vu ça. Quelqu'un qui disait oui, je donne régulièrement à mes PJ des récompenses en couronne, mais en nombre premier en fait. Genre 7 pièces d'or, quoi. Quelque chose qui n'est divisible que par 1 ou par 7. Donc si les joueurs ne sont pas 7, bah, c'est impossible de partager équitablement. Bon, enfin, là on est dans un cas où ils peuvent toujours échanger contre des pièces d'argent ou des sous, et ils peuvent arriver à quelque chose d'assez équitable. Mais en tout cas, l'idée générale, c'est ça, quoi. Il y a clairement des meneurs en mode de Dirty MJ qui essaient de semer la zizanie, et c'est vrai que ça peut être rigolo. Mais bon, quelques pièces d'or, ça générera pas autant de frustration qu'un objet magique trouvé en fin de campagne alors que c'est super rare et tout, quoi. Mais bon, ok, c'est pas un choix à faire à la place des joueurs, ou sauf dans de rares cas. Et ce sera à eux ensuite de voir comment ils vont compenser le fait d'avoir octroyé ça à quelqu'un plutôt qu'à un autre. Ensuite, il faut voir à quel point l'objet magique devient partie intégrante du personnage. Est-ce qu'on s'autorise à lui faire perdre éventuellement, ou est-ce qu'on accorde des largesses scénaristiques pour qu'il soit toujours là, ou même s'ils se font emprisonner, qu'ils puissent le récupérer facilement? Ça va un peu avec la question de la mort des personnages. Je pense que c'est un truc intéressant à discuter en session 0 si on fait ça en début de campagne. Est-ce que les personnages... Bon, tacitement, dans Warhammer, on part souvent du principe que oui, les personnages peuvent mourir, et c'est même relativement probable que ça arrive si on joue beaucoup. C'est moins systématique que dans Cthulhu, mais bon, les points de destin sont là pour rappeler qu'ils vont servir jusqu'au moment où il n'y en a plus. Mais tout de même, en session 0, on peut tout à fait discuter de ça et voir à quel point des gens sont plutôt dans l'idée de faire une histoire un peu permissive où on gardera facilement les personnages. Tout le monde n'aime pas le côté Game of Thrones avec les personnages qui claquent à tout va. Je sais pas. Est-ce qu'une session 0 irait jusqu'à discuter du sort des objets magiques? Non, peut-être pas. C'est à déduire en tant que MJ des autres facteurs autour, quoi. Mais il est certain qu'après la frustration du partage autour d'objets magiques rares, il peut y avoir une très forte frustration supplémentaire si l'objet magique venait à disparaître et à être perdu. Donc je dirais que c'est à réserver à des moments où la PJ concernée fait quand même des erreurs notables et répétées. Sauf si l'objet est sacrifié pour une bonne cause, bien sûr. Si pour sauver quelqu'un ou faire disparaître un grand méchant, un objet rare ou magique ou une relique ou je sais pas quoi est consumé d'une manière ou une autre, ça devient une bonne action, quelque chose de mémorable. Ça peut donner lieu à une compensation en point de destin, un truc comme ça. Ça peut être une bonne façon de donner une retraite à un objet magique qui a fait son temps, et on se rappellera de lui de deux façons. La manière dont il a aidé l'équipe au cours de son existence et de ses utilisations répétées, et la manière dont il a sauvé le monde, le pays, la ville, le village, quand un méchant sorcier voulait faire du mal à tout ce petit monde. Après, est-ce que les objets magiques doivent avoir un symbole, ou est-ce que ce sont juste des bouts d'inventaire glorifiés? Les deux sont possibles, et il y a plein d'objets mineurs, d'objets magiques mineurs qui peuvent être rien d'autre que des outils, et puis c'est tout. Et même des objets majeurs, des armes puissantes,
peuvent tout à fait être des outils eux aussi, ça n'a rien de ridicule ou de malsain. Mais les objets magiques sont quand même l'occasion d'intégrer de la symbolique dans une partie aussi. On retrouve ça avec l'anneau unique de Tolkien. Je n'ai pas spécialement étudié la question, je ne saurais pas en dévoiler tous les tenants et aboutissants comme ça, là. Mais on peut noter finalement que c'est le point faible principal du grand méchant, et que le pouvoir lui-même, Frodon ne s'en sert pas si souvent. C'est un mélange entre un MacGuffin, c'est un terme qui a été inventé par Hitchcock, je crois, pour désigner ces objets qui servent juste de moteur à une histoire, mais sans forcément avoir d'intérêt en soi, quoi. Donc là, l'anneau unique, c'est un peu plus que ça quand même. Il y a un aspect MacGuffin dans le sens où c'est quand même le moteur du voyage de la communauté de l'anneau, alors qu'il est peu utilisé. Mais à la différence d'un MacGuffin classique, là quand même, on sait vraiment... Enfin, on ne sait pas exactement à quoi il sert. On parle toujours d'une grande puissance. Genre des gens comme Gandalf ou Boromir sont persuadés qu'ils pourraient faire de très grandes choses avec. Mais quand on voit l'usage que Frodon en fait, bon voilà... Enfin, si c'était juste devenir invisible, ça collerait pas. Donc clairement il y a plus. D'ailleurs, l'empire de Sauron s'effondre quand l'anneau est détruit, quoi. Mais quelle forme prend ce pouvoir en plus, c'est pas clair du tout. Donc ouais, il y a plein de petits aspects sur lesquels on peut placer l'anneau comme un muffin ou pas un muffin. Gollum aurait peut-être bien voulu le manger, mais... Disons qu'il y a plein de petits facteurs qui peuvent faire de l'anneau un MacGuffin ou un anti-MacGuffin. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est un objet qui dépasse le simple fait d'être un anneau qui rend invisible, quoi. On retrouve un anneau de ce genre, d'ailleurs, dans l'Antiquité. Je sais plus si c'est dans Oedipe, Orphée, ou je sais plus trop, ou l'histoire de Thésée. Mais en tout cas... il y a un anneau qui rend invisible dans les légendes grecques, hein. Je suis plus ou moins sûr, à vérifier. Mais de mémoire, pour celui-ci, il n'y a pas plus de contexte autour que ça, quoi. Bon, il est sûrement donné quand même par un dieu ou une déesse en particulier. Mais je crois pas qu'il ait tellement de sens, c'est plus un prétexte pour pouvoir foutre la merde, ni vu ni connu, quoi. Alors que l'anneau unique... il dirige d'autres anneaux, il maintient des rois, il maintient d'anciens rois sous sa coupe. Et même quand Frodon s'en sert, ok, il devient invisible pour beaucoup de dieux, mais ça le place dans une sorte de monde parallèle maléfique où d'autres sens sont mis en éveil et il peut être plus repéré par d'autres créatures, quoi. Donc c'est un exemple d'objet riche et intéressant quand même, sur lequel on peut prendre modèle pour créer des objets utilitaires ou même des armes qui, au-delà de leur usage premier, peuvent avoir des rebondissements, enfin des effets complémentaires sur l'histoire. Et puis on peut avoir des objets qui représentent la cupidité de la personne qui les a fabriqués ou possédés pendant très longtemps. Là encore, on retrouve ça pour Gollum et l'anneau. On peut avoir des objets qui rappellent quelqu'un de décédé, quoi. Peut-être même un PNJ qui a compté pour l'équipe. Et du coup, cet objet magique sera à la fois quelque chose qui rend service et qui rappelle aussi un être cher. Plus rare, mais pourquoi pas, un objet magique peut être éventuellement le garant d'une haute fonction au sein de l'Empire, de manière plus naturelle d'une haute fonction au sein d'un collège de magie ou un truc comme ça. Pour ce qui est de la prêtrise aussi, une relique particulière pourrait être tout à fait indiquée. Et là, du coup, attention à ne pas perdre ce genre d'objet, parce que c'est forcément la honte assurée, voire la perte de la fonction, voire pire, hein, dans certains cas, ça peut être très grave et on peut avoir à rembourser une somme folle ou à être carrément recherché pour être exécuté, ce genre de choses, hein. Certains grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et enfin, certains objets magiques peuvent être des sortes de clés temporaires ou des leurres. Quelque chose qui va donner accès à un lieu, à une nouvelle partie d'un scénario ou d'une campagne, mais qui va être nécessairement éphémère.
une sorte de clé au niveau scénaristique, même si ça n'a pas la forme d'une clé, qui aura quand même des pouvoirs qu'on peut utiliser pendant un moment, mais tôt ou tard il faudra s'en séparer pour aller plus loin, pour évoluer, pour découvrir un nouveau lieu, etc. Ou quand je parlais de l'heure, c'est l'idée qu'un objet est nécessairement lié à un ennemi ou à quelque chose qui va nous l'enlever. Et là, qu'on le veuille ou non, il va disparaître. Et même les pouvoirs qu'il nous procure peuvent ne pas être tout à fait ce qu'on imagine ou qu'on comprend. Ou comporter des inconvénients, des coûts qui sont cachés et qu'on ne découvre que plus tard. Un objet magique lié à une obtention de richesse ou de pouvoir sur soi ou sur les autres pourrait générer un petit coup sur le moment, en point de blessure, en point de chance, en n'importe quoi, mais posséder aussi des coups en séquelles à long terme qui se révéleraient plus tard et qui pourraient être sur le même PJ qu'un affût d'usage ou sur quelque chose d'autre à l'extérieur, ce qui pourrait être encore plus dramatique. Pour pas que ça soit trop frustrant et trop injuste, il faut quand même signaler cette chose-là de manière, à demi-mot. Il faudrait que ce soit au moins suggéré et que la personne qui joue le PJ puisse avoir la possibilité d'enquêter pour en savoir un peu plus éventuellement, ou qu'au moins dans le doute elle puisse se dire bon, je vais l'utiliser avec parcimonie, mais que si le PJ tombe dans l'excès, ils finissent par le regretter, quoi. Bon, voilà pour quelques idées concernant les objets magiques et leur utilisation en jeu. Je vais m'arrêter là et je vous dis à une prochaine fois. Tchuss!